289, mais ça c'est l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises. Moi je préférerais le petit PV dans lequel on voit qui il est. Rapport de synthèse D1. Un peu plus précis par rapport à ça. Je suis bien. Mais je l'ai trouvé tout à l'heure et puis j'ai trouvé mon ordinateur. Bon, c'est pas grave, j'ai débrouillé avec de personnalité. On sait qu'effectivement il a plusieurs condamnations, ce monsieur, à son actif. Juste pour information, hein, puisqu'il n'est plus là pour s'exprimer, qu'on sache effectivement que Sébastien, il est né d'une grande fratrie, hein, puisqu'il y a une grande sœur, Béatrice, puis ensuite vient Jean-François, Christian, qui est décédé, Olivier, Marie-Claude, ensuite vient Sébastien, ensuite vient Michael, Aurélie. On sait que très rapidement, hein, il va être en rupture familiale avec des problématiques éducatives importantes au niveau de la prise en charge par les parents. Notamment le fait que rapidement, c'est un garçon qui est identifié, en tout cas peu apprécié de ses proches, et notamment de sa maman, puisqu'il a une maman qui établit une relation compliquée avec ses enfants, et donc plus particulièrement avec lui. Et on sait qu'on va commencer à boire et avoir des problématiques de boisson, donc c'est des problématiques qui sont ancrées dans l'histoire d'enfance de M. Sébastien. Donc M. Sébastien, on sait qu'il va passer par l'éducation spécialisée, puisque c'est un garçon qui va très rapidement être repéré comme présentant des déficits d'acquisition cognitive. Et donc c'est un garçon qui va être orienté d'abord en section d'enseignement spécialisé et qui va effectivement être en décrochage scolaire assez rapidement, puisqu'il ne va plus à l'école, mais parce qu'il n'arrive pas à trouver non plus sa place dans l'école. On sait aussi que c'est un garçon qui va malgré tout suivre ensuite une formation professionnelle technique, puisque c'est un garçon qui va pouvoir obtenir un CAP, malgré tout. Ce qui est pas mal, parce que sur la partie théorique, il a quand même réussi à cette obtention. On sait qu'il va effectivement occuper un certain nombre de postes dans les suites de ce contrat d'apprentissage, enfin de ce CAP obtenu, et auprès notamment de magasins, de décoration de magasins et notamment de meubles, hein, puisque sa formation c'est une formation centrée sur soit la spécialité peintre en bâtiment, mais également artisan menuisier. Donc il présente effectivement des vraies qualités, hein, puisqu'on souligne ses qualités d'artiste dans le cadre des éléments d'investigation qu'on a réunis le concernant. Et on sait que M. Sébastien, il pouvait se montrer, lorsqu'il était pris en charge dans un travail, qu'il était à l'équilibre personnel, qui lui permettait d'être jovial, agréable, en tout cas de ne pas manifester de troubles de comportement. Et puis on sait que malheureusement, il va y avoir un certain nombre d'accidents de parcours dans sa vie, et notamment ses problématiques avec l'alcool, sachant qu'il a arrêté à plusieurs reprises, mais qu'il a été aussi contrôlé plusieurs fois en condition bien d'un état alcoolique, et que cette problématique alcoolique est celle qui va manifestement le faire plonger à nouveau. On sait également qu'il va faire l'objet de procédures, alors on l'a évoqué ce matin en filigrane, mais il y a effectivement quelques procédures des chefs de violence, mais la plupart du temps ce sont des violences qui sont exercées en fait à l'encontre des agents de la force publique alors qu'il est sous l'emprise de la boisson, donc dans le cadre des conditions d'interpellation, ce qui ne légitime pas les violences, mais qui permet d'expliquer, de les inscrire quand même dans quelque chose de particulier. C'est pas quelqu'un qui passe à l'acte de manière violente pour le plaisir d'être violent. C'est du contextuel, effectivement. Et on sait surtout que sa problématique alcoolique va être de plus en plus importante parce que certaines de ces interpellations ne vont pas passer par la case commissariat de police, mais vont lui valoir des procédures d'hospitalisation sous contrainte, et donc des mesures d'hospitalisation en réponse à cette violence et à ce comportement alcoolique qui est noté au moment où il est interpellé. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être repéré, y compris dans le temps de ces séjours hospitalisés, puisque c'est dans ce temps technique qu'ils vont pouvoir observer le fait que dès qu'il a la possibilité de mettre la main sur de l'alcool, notamment à l'occasion des visites
visite à l'hôpital, il boit, et qui va également conduire les services hospitaliers à s'interroger sur son placement sous curatelle renforcée. Et on sait que dès 2008, le juge des tutelles va prendre la décision de le placer sous mesure de protection judiciaire. Donc sous cette curatelle renforcée, compte tenu des difficultés qui sont les siennes. On sait également par rapport aux éléments de la procédure qu'à partir de ce moment-là, on va avoir une réactivation de la problématique alcoolique qui va vraiment être récurrente, avec des passages à l'acte et notamment des cambriolages qui sont toujours dans cette même dynamique. C'est du vol de bouteilles d'alcool dans des petites et moyennes surfaces, et c'est essentiellement des visites de cave et des visites chez des particuliers, la plupart du temps nocturnes, pour aller récupérer de l'alcool. On sait que ça va mettre fin à sa vie conjugale, puisque on l'a évoqué, il va se retrouver effectivement en situation de précarité personnelle, et à cette précarité personnelle va s'ajouter le fait qu'à partir de ce moment-là, il ne travaillera plus, puisqu'il sera dans l'incapacité physique à ce moment-là, et psychique de satisfaire un quelconque emploi. On sait également, parce que la curatrice a été entendue, cette curatrice des services de l'UDAF, qui explique qu'elle a été obligée de mettre en place un suivi particulièrement régulier, notamment pour le guider vers un certain nombre de démarches qu'il n'arrivait plus à entreprendre de manière personnelle, y compris pour bénéficier du RSA, de ses indemnités chômage, du temps où il était en capacité encore d'avoir une activité, de pouvoir satisfaire à ses droits. Donc il n'est même plus en capacité de faire les démarches à ce stade-là, même pour récupérer un peu de sous. Elle décrit, elle, dans sa relation avec le major protégé, quelqu'un de très respectueux, elle écoute des conseils, mais, dit-elle, peu disposée à les suivre. Voilà, et elle explique qu'effectivement, elle n'a eu sur l'ensemble du temps de la mesure qu'elle a exercée que de très peu de contact en fait avec la famille de Sébastien, parce qu'il était effectivement en rupture relationnelle avec le reste de sa famille, comme souvent dans ce type de profil. Donc voilà les éléments dont on dispose. Il est qualifié comme gentil, propre, farceur, malgré tout proche de ses neveux. Donc c'est quelqu'un qui est dépeint avec une personnalité surtout fragile, sans personnalité, un peu plein de rêves et d'envie, et assez peureux et sans grande volonté. Je pense que ces qualificatifs résument un petit peu les difficultés de ce garçon. Voilà ce qu'on peut dire de cet homme. Alors, y a-t-il des observations des parties sur cet aspect-là de la personnalité de la victime? Alors, bien évidemment, là, quand il y a des témoins, je vous le dis, quand il y a des témoins de personnalité, les parties civiles comme la défense peuvent faire citer, au-delà des témoins qui sont proposés par la liste de témoins qui est établie par le procureur de la République, ils peuvent demander effectivement à ce qu'on convoque des témoins qui ne figurent pas sur cette liste, qui seraient des témoins de personnalité particuliers, et qu'on voudrait faire venir simplement pour que ce ne soit pas le président qui lise les éléments d'information, mais que ce soit des personnes en direct qui viennent parler de la personnalité, pour vous de ce côté-là, de M. Sébastien, et de l'autre côté, bien évidemment, de la personnalité de M. Célestin. Vous vouliez dire, je vous ai interrompu. Pas d'observation. Ok. D'accord. Donc, on va s'intéresser cette fois-ci aux éléments de personnalité de M. Célestin. Alors, comme on est en phase Covid, ça tombe bien, on n'a pas pu avoir l'expert parce qu'il est positif au Covid, donc il n'a pas pu venir. Mais on a un expert et une expertise qui est importante pour pouvoir juger juridiquement des faits qui sont reprochés à M. Célestino. Il y a obligatoirement une évaluation psychologique, il y a surtout un médecin psychiatre qui doit le rencontrer et qui doit se prononcer sur les questions, et je le dis pour mesdames et messieurs les jurés, qui doit se prononcer notamment sur un certain nombre de questions obligatoires qui sont posées à cet expert et qui doit apprécier notamment de l'altération ou de l'abolition du discernement en raison d'un trouble pathologique qui priverait la personne de ses facultés de jugement ou de raisonnement. Donc la question de la responsabilité pénale pleine, entière ou atténuée. Le docteur Darbourg a donc rendu ses travaux dans le cadre d'un rapport d'expertise. Alors je vous promets, je ne le lis pas, mais je vais simplement le balayer
Il affirme qu'il a agi par peur et qu'il n'a ni épaulé ni visé. Donc on rappelle les éléments biographiques. Donc là, l'expert va s'intéresser effectivement à ce que lui a raconté de sa biographie M. Célestino. Alors c'est important parce que ça permet à un psychiatre déjà de faire connaissance avec l'accusé, en tout cas le mis en examen au moment où il le rencontre, et puis ça lui permet de voir si la personne est orientée dans le temps, dans l'espace, si elle est en capacité de restituer des informations de biographie, ou si, notamment pour les personnes âgées, et c'était le cas de M. Célestino, s'assurer qu'on ne se voit pas sur une maladie dégénérative qui affecterait sa capacité de jugement et sa capacité de raisonnement. Donc là, il va parler de sa famille, de son père, de sa mère, qui ne sont plus, qui sont décédés, en tout cas pour ses parents, et puis de ce qu'il a vécu, notamment quand il était au Portugal. Donc il va expliquer qu'il était dans un contexte de misère sociale et que de fait, il n'a jamais été scolarisé, donc c'est un élément à prendre en compte, sachant qu'au Portugal, il a dû très rapidement aider sa famille dans les travaux agricoles, et ça, dès l'âge d'une dizaine d'années, il dit 10-12 ans, il était déjà à travailler dans les champs. Et puis ensuite, il explique qu'il est resté analphabète et que malgré tout, il a réussi à se débrouiller, notamment à maîtriser les bases de la numération, et c'est quelqu'un qui va effectivement assez rapidement progresser sur le plan professionnel, puisque l'expert nous rapporte qu'il a longtemps travaillé dans le village maternel, à l'entretien des vignes. Puis ensuite, il arrive en 79 en France, où il s'installe en Haute-Marne. Et après, il y a une grande stabilité en fait, chez lui dans son parcours de vie, puisqu'il va dans un premier temps travailler comme manœuvre dans une entreprise. Et puis, il va petit à petit monter les échelons jusqu'à la fin de sa carrière, où on sait par d'autres éléments de la procédure qu'il a été à un moment donné en position de chef d'équipe, avec coordination d'équipe d'ouvriers, dont il a assuré effectivement ensuite la formation. On sait aussi qu'il est retraité depuis une vingtaine d'années, et on sait que sur le plan psycho-affectif de la vie quotidienne, il a rencontré effectivement très tôt Donzilia, et que rapidement ils vont flirter puis ensuite s'installer ensemble, et qu'ensemble ils vont avoir 3 filles qu'il identifie parfaitement. Donc il décrit parfaitement son parcours de vie. Il dit qu'il entretient de bonnes relations avec l'ensemble de ses proches, notamment avec ses filles, et il a dit qu'il n'y a pas de difficulté dans son couple, que ça a été une vie finalement, une vie commune de 60 années, tout à fait paisible. Il a indiqué ensuite à l'expert qu'il a appris à chasser au Portugal, mais qu'il n'a pratiqué que 2 années en France. Alors il est raconté dans la procédure par M. Célestino que M. Célestino, il aurait effectivement chassé très peu de temps après être arrivé en Haute-Marne, mais qu'il aurait été verbalisé en réalité à l'occasion d'un contrôle en fait, de la chasse, et il se serait trouvé dans une situation où il s'était vu reprocher une action de chasse en fait, sur le terrain d'autrui, donc sur un domaine privé et sans autorisation préalable donnée par le responsable, et donc du coup il a expliqué que cette procédure-là l'avait conduit à ranger son fusil et à ne plus jamais y toucher. Et il expliquait à l'expert, à ce moment-là, qu'il ne se servait plus de son fusil et qu'il l'aurait nettoyé peut-être il y a 20 ans en arrière. Il est indiqué ensuite qu'il apprécie le jardinage, le bricolage, les promenades. Sur la partie d'examen psychiatrique, avant d'en parler, donc il est rappelé que c'est un octogénaire de corpulence moyenne, il pèse 85 kg pour 1m70. Il expliquait qu'il est un peu voûté, qu'il se déplace à petits pas, qu'il a surtout l'air très abattu, souvent au bord des larmes pendant l'entretien, et malgré tout qu'il reste d'un contact facile, qu'il coopère à l'examen et qu'il s'est montré tout à fait adapté dans l'entretien. Donc ensuite, le médecin psychiatre, qui est d'abord avant tout un médecin, va faire le point sur ses antécédents médicaux, et ainsi que l'a rappelé la défense. Il y a un certain nombre d'opérations, puisqu'il va dans un premier temps subir des interventions chirurgicales qui concernent le retrait de polype du côlon, il y a 18 ans en arrière. Il va avoir un problème de vésicule biliaire, et on va lui enlever la vésicule biliaire. Il va subir une intervention du ménisque du genou gauche, ce qui va entraîner un déficit au niveau de sa déambulation. Et 4 ans en arrière, il décrit effectivement une opération de la cataracte. Il va décrire également à l'expert et indiquer
éventuellement que ces très faibles acquis scolaires sont liés à un manque d'instruction et en aucune manière à un déficit et à une déficience intellectuelle. Et même s'il va signaler à l'expert que parfois il est moins attentif, moins concentré, mais en tout état de cause, l'expert lui dit très clairement que ça ne participe pas d'un syndrome dégénératif lié à l'âge. Il se décrit comme un sujet habituellement d'humeur égale, bon vivant, sociable, jovial, appréciant les échanges relationnels. Il n'y a pas d'antécédent dépressif avant les faits, pas d'épisode d'exaltation maniaque. Il est indiqué donc qu'il n'y a pas d'élément en faveur d'un déséquilibre psychique. Il n'y a pas d'antécédent judiciaire non plus, puisqu'il n'en rapporte auprès de l'expert aucun. Et on sait qu'il s'est simplement présenté comme très affecté, profondément triste, se disant effondré par la nature de son acte, sujet à des crises de l'âme, confiant à avoir des idées noires et parfois une idéation suicidaire. Ensuite, l'expert nous indique qu'il exprime des sentiments de remords et de culpabilité qui sont manifestement authentiques à cet expert, ainsi qu'une compassion pour sa victime. Donc, ça c'est important, puisque au-delà des paroles qu'il a pu tenir dans la garde à vue et à chacun des actes de la procédure, c'est noté également par l'expert psychiatre. Donc l'expert psychiatre reprend la façon dont il a raconté les faits, mais qui ressemble effectivement à ce qu'il a pu nous dire, à ceci près, puisqu'il dit « J'ai eu très peur, je venais me coucher, 0h20 et 10 minutes plus tard, j'ai entendu claquer la porte de la cave, je me suis levée, j'ai pris le fusil en pensant que certains cambrioleurs, au pluriel, tuent des personnes âgées pour 50 €. Je n'ai jamais pensé tuer, mais seulement faire peur, je m'étais habillée, j'avais chargé le fusil. Je pensais qu'il y avait peut-être plusieurs personnes. Quand j'ai vu l'homme à 3 mètres sortant de la cave, j'ai donné un coup de fusil impulsivement, par peur, j'ai tiré au hasard. Je n'avais pas de lunettes, il faisait nuit, je n'ai pas réalisé que je l'avais blessé, la porte s'était refermée sur lui, je ne l'ai pas vu tomber. Je suis restée dehors, j'avais toujours peur et j'avais posé le fusil sur une table de véranda. Je n'ai pas pensé que j'avais pu le tuer, j'aurais dû tirer en l'air pour lui faire peur. Je n'étais pas vraiment en colère, j'avais surtout peur. Donc il est rappelé que M. Celestino va confier son désarroi et va laisser effectivement le soin, et c'est ce qu'il indique à l'expert, laisser le soin à la justice de décider de son sort. Donc sur les conclusions, l'expert nous indique qu'il n'a pas de pathologie mentale, ni évolutive ou constituée, ni d'altération notable de ses facultés intellectuelles et psychiques. Ce même expert nous dit que l'infraction qui lui est reprochée ne peut donc pas être mise en relation avec une conduite pathologique, puisqu'il n'y a pas de trouble pathologique, que du coup, il ne présente pas d'état dangereux au sens psychiatrique du terme, qu'il est donc accessible à une sanction pénale, qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux à visée antidépressive tout à fait adapté, en tout cas pour le stabiliser à l'heure actuelle, et qu'il ne peut pas être considéré comme étant atteint dans les faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens des dispositions de l'article 122-1 du Code pénal. Et de ce fait, il indique, ce même expert, que pour lui, une injonction de soins n'apparaît pas actuellement opportune. Voilà. Il n'y a pas une nécessité d'un suivi socio-judiciaire avec structurellement une injonction de soins rendue nécessaire par l'état de santé de M. Celestino. On va rappeler également qu'on a un casier judiciaire, donc je dois réactualiser, parce que je suis en phase de jugement, c'est-à-dire que le casier a été demandé au moment où il a été présenté au juge d'instruction. Et donc c'est lors de la présentation au juge d'instruction que ce casier judiciaire va figurer en fait en première cote de la cote personnalité du dossier d'instruction. Et si on remonte en arrière, la date de sa mise en examen est assez éloignée de sa date de jugement, et donc on veut l'autorité judiciaire, on veut à ce moment-là s'assurer du fait que dans l'intervalle, il n'y a pas eu d'autres condamnations qui sont tombées pour des faits éventuellement qui se situeraient après la mise en examen. Donc là, pour le coup, je réactualise, et dans les éléments de réactualisation, c'était pas une surprise, M. Celestino, il n'a pas de casier judiciaire. Voilà. Donc on n'avait rien de particulier à ressortir concernant les antécédents judiciaires à proprement parler pour ce monsieur. En général, j'utilise toujours le support de l'expert et la déposition de l'expert parce que forcément, aux experts, ils doivent reprendre les éléments biographiques. Donc, quand j'ai un accusé qui est en difficulté pour s'exprimer, qui est sans réticence, mais qui éventuellement peut être
l'objectif, c'est de recueillir un maximum d'informations pour pouvoir après entrer en phase de jugement avec son dossier de personnalité. Et donc j'évite en général, sur ce type de profil, de lui laisser la parole en premier, parce que si je lui demande de décliner son CV tout seul, je me retrouve avec quelque chose d'assez pauvre sur le plan informatif. Et je préfère procéder de cette manière-là, c'est-à-dire pas le mettre en difficulté et utiliser la plateforme de ce qu'il a déclaré aux différents experts ou enquêteurs de personnalité qui l'ont rencontré, lui amener effectivement un déroulement de son parcours de vie dans lequel M. Célestino va pouvoir s'inscrire. M. Célestino, est-ce que vous avez des éléments, vous, que vous souhaitez préciser, ajouter par rapport à des choses que vous n'avez pas dites aux experts et qui ne sont pas sortis de ces expertises de personnalité? Rien. Ok, donc on va dire que vous avez bien parlé de vous aux experts et que vous vous retrouvez dans la façon dont cet expert parle de vous. D'accord. Sur la question de la chasse, je vais quand même revenir un petit peu avec vous parce qu'on a parlé ce matin de culture, tradition de la chasse au Portugal, mais j'aurais tendance à dire que vous êtes arrivé dans un pays de grands chasseurs en Haute-Marne et que les Haut-Marnais sont des chasseurs dans l'âme. Est-ce que la façon dont j'ai rappelé les explications que vous aviez données concernant cette cruelle déconvenue d'avoir chassé sur le terrain d'autrui, c'est bien à l'origine du fait que vous avez arrêté de chasser? J'ai arrêté de chasser parce que j'étais mauvais. Donc, ça a été toujours une tradition dans ma famille de chasser, oui, effectivement. J'ai été mauvais et puis il y a eu une fois où effectivement cette biche. Depuis, oui, j'ai arrêté la chasse, ça m'a traumatisé puisque j'ai touché la biche. Et puis par la suite, j'ai été traumatisé de voir son sang vu qu'elle agonisait encore. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est plus sur les conséquences de la chasse et ce traumatisme tardif. Alors, ce que j'observe, moi, c'est que dans les explications que vous avez données sur les faits, vous n'avez pas tout à fait parlé des faits de la même manière à l'expert que pendant le temps de votre garde à vue. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Je viens de lire les éléments de l'expertise. Vous dites, j'ai eu très peur, je venais de me coucher, je me suis levée, je n'ai jamais pensé tuer, mais ça m'a fait peur. Je m'étais habillée, j'ai chargé le fusil, je pensais qu'il y avait peut-être plusieurs personnes. Mais vous êtes même pas sûr. Il pouvait aussi, et on peut déduire de cette observation, le fait que selon vous, il pouvait y en avoir qu'une. Vous y mettez un peu peut-être. Oui. C'est ce que j'ai toujours dit. Ok. Vous dites aussi quand j'ai vu l'homme. Donc là, on n'est plus sur une silhouette. Vous avez vu la personne de M. Sébastien. C'est vieux. Ensuite, je vous ai dit que j'ai vu le haut des hanches de la personne. D'accord. Donc vous avez vu l'homme juste en face de vous, on est d'accord? Et vous l'avez vu en train de sortir de la cave. Moi, je reviens avec vous juste sur le fait que selon vous, il faisait quoi dans la cave et il avait quoi? Il vous avait pris quoi et il était venu là pourquoi? Vous avez vu une arme dans ses mains? Est-ce que vous voyez le haut de son corps? A priori, les bras étant en haut du corps, normalement, on doit voir les choses qu'il a dans ses mains. Vous avez vu quoi? À ce moment-là, j'ai bien vu, je vous ai dit que j'ai paniqué. Et j'ai. Ah, mais 30 secondes, c'est parti, je suis désolé. Ok. Et je m'en excuse avec toi. Ah oui, non. Alors, vous faites les réponses que vous avez à faire. Je ne vais pas vous dire de vous demander de dire que vous vous souvenez si vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez vu ou pas vu. On est d'accord. Hein, on n'est pas là pour se raconter des bêtises. On sait par la procédure, mais on le sait après coup, hein, M. Célestino, c'est les enquêteurs qui nous disent il se trouve qu'en réalité, il était manifestement venu chercher de l'alcool, puisque en contrebas de l'escalier, le procès-verbal de constatation découvre de part et d'autre du corps de M. Sébastien, donc au niveau de ses mains, 2 bouteilles. Donc dans chaque main, une bouteille de champagne.
bouteille du champagne. Dans laquelle On n'a pas retrouvé d'armes. Et on sait que le sac il a été retrouvé dans la cour au niveau du jardin. Il n'y a toujours pas d'armes. La question que je vous pose, c'est à penser, compte tenu de ces éléments matériels, qu'il avait une bouteille dans chaque main. Est-ce qu'il a levé les bras et est-ce qu'il vous a menacé avec? Est-ce que vous le voyez dans une gestuelle qui vous laisse à penser qu'il va utiliser une bouteille qu'il a dans la main contre vous? Je vous ai dit tout ce que j'ai vu, et à ce moment-là, je n'ai pas vu ce que vous venez de me décrire. Je l'ai pas vu. Vous n'avez pas vu. Donc concrètement, vous ne le voyez pas dans une gestuelle et dans une posture agressive, en tout cas vous ne l'avez jamais décrit dans une posture qui pouvait laisser à penser que vous avez peur parce qu'il vous menace à ce moment-là avec quelque chose dont vous ne distinguez pas les contours. Vous ne les voyez pas non plus avec les bouteilles dans chaque main. Et vous ouvrez le feu. Je distingue juste une silhouette, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Ok. Ça marche. Alors, sur la personnalité, est-ce qu'il y a d'autres questions à vous poser? Oui, une petite question, merci Madame la Présidente. Monsieur Célestino, je voudrais que vous nous apportiez une petite précision par rapport à deux choses. La première, vous avez déclaré à l'expert que vous aviez peur. Ça, vous l'avez dit plusieurs fois, on l'a bien compris. Mais vous lui avez également dit que vous n'étiez pas vraiment en colère. Vous ne dites pas je n'étais pas du tout en colère, vous dites je n'étais pas vraiment en colère. Est-ce que vous faites la distinction? À quel moment? Madame la Présidente vous a lu une partie du rapport et vous avez déclaré à l'expert que vous n'étiez pas vraiment en colère. Pas vraiment. Est-ce que vous faites la distinction entre le fait de ne pas l'être du tout, d'avoir simplement un sentiment de peur qu'on a bien cru comprendre chez vous, et vous dites j'étais pas vraiment en colère? Est-ce qu'il y avait quand même pas peut-être, j'essaie simplement de comprendre ce qui se passe dans votre tête? Justement, la question c'est à quel moment? Parce que après, vous savez. Non, au moment où vous y allez. C'est ça que vous avez déclaré. Au moment où vous prenez votre arme et que vous vous dirigez vers la terre, vous avez peur, vous n'êtes pas vraiment en colère. Pas vraiment. Mais un peu quand même ou pas du tout? Pas du tout. D'un côté, je crois que je suis pas mentionné de si. Si, parce qu'il y a 10 ans, on a été cambriolé également. Donc vous êtes en colère et ça vous arrive de nouveau? Non, j'étais en colère. Pour moi, et pour protéger ma femme. Enfin, c'était un mélange de peur et de colère. Et la deuxième chose, si vous me permettez, vous avez déclaré à l'instant que vous aviez arrêté la chasse parce que vous étiez mauvais. Et au moment où vous reprenez cette arme dans les mains, que vous l'enclenchez pour la première fois depuis, je suppose, cet arrêt de la chasse, vous ne dites pas j'étais mauvais, mais je reprends quand même cette arme que je sais ne pas savoir manier, entre guillemets, à la perfection, en très bon chasseur. Qu'est-ce que vous entendez par j'étais mauvais? C'est que j'ai toute ma vie, j'avais touché aucun gibier. Alors pourquoi vous chassez? Par tradition familiale. Je n'ai plus de questions, merci Madame la Présidente. Alors, juste parce qu'il y a la ligne qui me vient à l'esprit. Ah bah oui, je suis encore perdue. Alors ça m'arrive souvent. C'est terrible, mais... Madame l'assesseure. Bah non, ça va pas revenir. C'est ça, c'est la principe du truc en même temps. Alors. Si, voilà. Sur l'arme, vous avez dit à monsieur l'expert que vous aviez plus touché à une arme depuis plus de 20 ans et surtout qu'il n'y avait plus d'entretien. Et on l'a redit ce matin et on a posé effectivement
question à votre épouse, qui nous dit que c'est elle qui entretient finalement le fusil, puisque l'expert va constater qu'effectivement il est en bon état d'entretien, il est parfaitement fonctionnel et opérationnel. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur l'entretien ou le pas d'entretien? Parce que vous dites à l'expert que vous ne touchez plus à cette arme depuis qu'il est accroché là, qu'il est que décoratif et vous ne mettez plus les mains dessus. C'est un peu curieux ça. Vous n'avez peut-être pas compris ce que vous faites maniaque. Elle est maniaque. Alors, moi, j'ai déjà eu des réponses comme celle-ci, monsieur Célestino, sur des armes avec des femmes maniaques qui sont des féminologies et qui nettoient, y compris à l'eau de vaisselle, d'ailleurs, certaines armes à feu, ce qui fait en général bondir et réagir vivement les experts balistiques, qui sont avant tout des amateurs d'armes et qui apprécient assez moyennement que le canon soit nettoyé à l'eau de vaisselle. Vous voyez? Métal à l'eau de vaisselle, je vous laisse imaginer la dégradation qui peut s'en suivre. On est d'accord, monsieur Celestino? Là, en l'occurrence, ce que relève cet expert en balistique, c'est qu'il est parfaitement limé, parfaitement graissé et qu'il est parfaitement en état de marche. Donc on est très très loin de la fédulogie. Donc de deux choses l'une. C'est un entretien classique qui conserve toutes ses fonctionnalités à cette arme à feu. Vous nous dites, et vous dites, y compris devant l'expert, que vous ne touchez plus à cette arme à feu et que vous ne l'avez pas nettoyée. Concrètement, ça voudrait dire que c'est votre épouse qui s'amuse à huiler et à graisser? Pardon? Alors, elle ne s'amusait pas à graisser ni à huiler. Non, cette arme a été entretenue. Mais sans l'avoir jamais utilisée. D'accord, mais entretenu par elle, que par elle, et vous vous excluez vous-même du mouvement, ou est-ce que vous entretenez cette arme, vous y compris? C'est ça la question, sans forcément utiliser l'arme. J'ai bien compris qu'elle a été utilisée uniquement ce soir-là. Que par elle. Bon. Ok. Basile. Merci Madame la Présidente. Alors, j'ai une question et elle est un peu liée à la question que ma consoeur, avocate de la défense, nous a posée tout à l'heure. Donc, Monsieur Sébastien est entré dans la cave. Donc, ma consoeur a laissé penser qu'il aurait pu, en ne trouvant rien dans cette cave, justement, rentrer dans la maison pour chercher autre chose. S'il avait voulu voler autre chose, pensez-vous un instant qu'il serait rentré directement dans la cave? Qu'aurait-il trouvé dans cette cave? Qu'y avait-il à voler dans cette cave? Pourquoi il est allé dans cette cave selon vous? Est-ce que vous pensiez que je connaissais la personne qui était rentrée dans la cave? Non, loin de là. Je ne s'entends pas ça. Non. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que vous savez que vous avez des bouteilles de champagne qui ont une certaine valeur dans cette cave. Lui était alcoolique. Personne ne le dément ici. Donc, pourquoi vous ne pensez pas simplement qu'il aurait pu entrer dans cette cave pour voler de l'alcool et repartir? Parce que je pensais que c'était une personne qui avait du mal à nous. Vous ne pouvez pas, excusez-moi, mais vous ne pouvez pas nous laisser croire qu'il avait l'intention d'entrer dans la maison. Parce que s'il avait voulu entrer dans la maison, il l'aurait fait dès le départ. Pourquoi s'encombrer à aller casser une porte d'une cave pour y entrer, simplement parce que j'aime bien les endroits sombres? Quel est l'intérêt? Il n'y en a aucun. Je ne vous demande pas de répondre à cette question. J'y réponds. Je viens de vous le dire, il n'y en a aucun. Donc il n'avait aucun intérêt à entrer dans la maison. Je vous ai donné la parole pour poser des questions. Là, pour plaider. Pardonnez-moi. Je vous en prie. On ne s'emballe pas. Allez. Seulement la question de ma consoeur, et qui vous a conforté forcément, n'avait pas lieu d'être. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, le débat judiciaire, c'est justement d'autoriser toutes les sensibilités de pouvoir s'exprimer. La Cour appréciera et tranchera. On est d'accord? Pas d'autres questions?
d'autres questions, Madame la Présidente. Ok, monsieur l'avocat général. Merci Madame la Présidente. J'aimerais juste revenir par rapport à la lecture de la question de psychologie de psychiatrie et par rapport aux différents utilisés. J'aimerais savoir qu'est-ce que représente votre famille pour vous. Qu'est-ce que représente votre famille pour vous? Tout. Qu'est-ce que représente votre famille pour vous? Moi, elle représente tout, en fait. Et moi, je me défends. Je vous l'ai dit dès le début, dans ma foi chrétienne, je crois qu'en Dieu, et en Dieu, et j'aime les ennemis. Pas d'autres questions, monsieur l'avocat général? En défense. Monsieur Célestine, pour revenir sur cette question concernant les intentions du voleur, les connaissez-vous? Auriez-vous pu les prévoir? Vous n'aviez donc qu'une seule possibilité, c'était tout simplement de réfléchir aux possibilités qui s'offraient à vous. J'imagine, oui. Est-ce qu'il vous paraît plausible qu'un cambrioleur commence par un lieu inhabité avant d'aller s'aventurer dans des lieux plus risqués puisqu'habités avec des potentiels témoins? Très bien. Est-ce que pour vous, le champagne présent dans la cave représentait des objets de valeur? Très bien. Concernant le moment où vous avez tiré, le moment où vous avez ouvert le feu, j'ai une question très simple. Lorsque vous ouvrez le feu, est-ce après avoir vu la porte s'ouvrir et avoir vu la silhouette, ou alors pendant ce même temps? Est-ce que les événements s'enchaînent d'un coup, c'est-à-dire que la porte s'ouvre, vous tirez, et pendant que vous tirez, vous voyez l'inconnu, ou alors la porte s'ouvre, vous voyez l'inconnu, puis vous tirez? Laquelle des deux? C'était important. C'est-à-dire que la porte s'ouvre, je n'ai pas eu le temps d'analyser que j'ai fait un tas de tirer. Donc vous pouvez dire que vous voyez pendant que le tir part. C'est bien ça. Très bien. Juste vous rappeler qu'on ne va pas refaire l'instruction depuis le début dans ce dossier. Mais, soyons clairs, les expertises et les investigations techniques auxquelles vous avez collaboré en tant qu'avocat de défense pendant le temps du traitement d'instruction n'ont jamais permis d'établir qu'il y avait eu des projectiles qui étaient venus impacter ou en tout cas altérer ou trouer les portes. Elles sont déjà manifestement ouvertes. D'un point de vue dynamique, on aurait retrouvé, si c'était simplement à l'ouverture des portes battantes de la cave, le coup de feu qui malencontreusement atterrit sur la tête de M. Sébastien, tout autre chose que simplement la moitié de son corps déjà émergeant au sortir des doubles portes. Oui, Madame la Présidente, je ne parlais pas d'un potentiel tir avant l'ouverture des portes, mais bien en même temps, et je ne parlais pas du fait qu'il ait tiré en même temps que les portes s'étaient ouvertes, mais qu'il ait vu, qu'il ait pris conscience de l'existence d'une silhouette face à lui au moment où il ne tire pas. Ce sont deux choses distinctes. Mais avec deux bouteilles dans le main. Alors lui, il n'avait pas de bouteille dans le main à ce moment-là. Donc pour distinguer en tout cas tout ce qu'il voit, c'est la porte s'ouvrir. Si j'ai bien compris ce que vous me dites, M. Célestine, c'est la porte s'ouvrir. La silhouette, vous l'avez vue, mais vous n'avez pas précisé si vous l'aviez vue. Avant de tirer, il y avait eu un temps d'écart entre le moment où vous voyez et le moment où vous tirez. Il y en a-t-il eu un? Il aurait pu tirer à l'ouverture des portes. Entre le moment où les portes s'ouvrent et le moment où il a conscience de voir la personne devant lui. C'est parce qu'il a dit dans les auditions, je pense aussi. Mais moi, là, je me pose la question en ce moment. Il a pourtant dans les auditions, dans de nombreuses auditions, rappelé avoir vu une personne jusqu'à la ceinture. Oui, il l'a dit, il l'a vu, donc il a tiré. Non, il n'a pas dit qu'il avait vu, donc il avait tiré. Il a dit qu'il avait tiré et vu la personne. Mais il n'a pas une fois admis qu'il y avait un écart suffisant entre le moment où il a vu et le moment où il a tiré.
Vous répondez juste à ma question. Et moi, je pose des questions. Ambiance. Ça s'appelle de la confraternité entre avocats. Y a-t-il d'autres questions? Non, madame. Ok. Alors, vous pouvez vous asseoir, monsieur Célestin. Donc, à ce stade de la procédure, en général, je vérifie avec mon greffier si on a procédé à l'ouverture de scellés, à ce qu'on ait bien refermé les scellés et établi les fiches scellées. Et on va remontrer l'intégrité des scellés reconstitués à l'ensemble des parties pour bien comprendre que j'ai bien mis la bonne arme dans le bon sachet et qu'on a porté mention de l'ouverture du scellé, quand notamment, c'est ce qui s'était passé dans le procès, on a été amené à sortir le fusil et ensuite à laisser être manipulé par l'expert balistique qui était venu déposer à la barre. Une fois que cette formalité est faite, je vais me tourner vers les parties en leur disant que nous pouvons considérer l'instruction comme complète, c'est-à-dire j'ai estimé qu'on avait entendu tous les témoins, tous les experts qui étaient cités, et si c'est le cas, s'il n'y a pas d'autres demandes, notamment demande de lecture à ce stade-là, à ce moment-là, je vais rappeler que je vais poser en délibération, là en l'occurrence, pour le meurtre qui lui est reproché, 3 questions. Donc, y a-t-il eu des violences volontaires? Est-ce qu'elles ont entraîné la mort? Et est-ce qu'il y a une intention d'homicide? Puisque c'est comme ça que va décomposer le meurtre. Sur des dossiers simples, je peux la poser en une seule fois. Est-ce qu'il y a volontairement donné la mort à la personne Mais voilà, la prudence veut en général qu'on décline le triptyque des 3 questions composantes de cette infraction globale et qu'on ne prenne pas le risque d'avoir une délibération après derrière avec un vote, passez-moi l'expression, mais one shot, où c'est oui ou c'est non. Donc, voilà. Et puis ça me permet d'expliquer et d'éviter d'avoir trop d'explications après derrière à donner en tête de délibéré quand on rentre en position de délibération. Donc une fois que j'ai proposé ces questions, et ça résulte d'une jurisprudence de la Chambre criminelle qui nous oblige maintenant à le faire à ce stade-là. Autrefois, on attendait pour la lecture des questions la fin de la plaidoirie. Parce que en fait, ce ne sont que les prévisionnels de questions, c'est-à-dire que moi, en fait, je joue, passez-moi l'expression, mais à la parlante, c'est-à-dire que je dis très clairement quelles sont les questions que j'estime devoir poser, mais on peut très bien m'imposer à l'issue des plaidoiries des parties civiles, mais surtout de l'avocat général, des réquisitions de l'avocat général et surtout des plaidoiries de défense, des questions complémentaires qui sont soit spéciales, soit des questions subsidiaires. Et là, en l'occurrence, on avait une avalanche de questions qui étaient venues s'ajouter. Donc, je ne vais pas déflorer tout de suite le sujet, et je vous expliquerai ce qu'il en est, mais on verra effectivement si vous m'obligez à revoir la question de mes questions à poser en délibération. Donc, du coup, je vais me tourner vers les parties civiles. Est-ce qu'elles sont prêtes pour plaider? Parfait. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, mes chers confrères, que dire? Voilà une affaire qui peut paraître complexe mais qui en réalité est très simple. Un jeune homme qui commet une terrible erreur. Il s'introduit dans une propriété pour ne jamais en ressortir vivant. Il espérait peut-être dérober un objet de valeur, quoique on peut se demander qu'aurait-il pu trouver dans une cave. Finalement, il n'a reçu qu'une balle, immédiatement mettant fin à ses jours. Était-il armé? Non. Était-il menaçant? Non. Je l'affirme, à la lumière de tous les éléments qui nous ont été apportés, oui, l'accusé a volontairement fait le choix de tirer sur cet homme, non pas pour lui faire peur, comme l'a-t-il si souvent répété, mais pour l'achever, comme on achève un animal avec une arme adaptée. Mes mots peuvent paraître forts, peut-être choquants, mais c'est bel et bien ce qui s'est passé. L'accusé ici présent n'a de cesse de nous rappeler que cette affaire a considérablement impacté sa vie, la vie de ses enfants, de ses proches. Mais qu'en est-il de la vie de cet homme qui n'est plus? Qu'en est-il de la vie de sa famille? Son fils qui grandira sans lui? Nous aurions pu être réunis tous en train de traiter d'un vol avec effraction classique, décider de la sanction la plus adaptée
à l'infraction commise par la défunte victime, oui, nous aurions pu, si M. Celestino, ici présent, avait fait confiance à l'efficacité de nos services de police pour le protéger. Au lieu de ça, nous sommes réunis aujourd'hui car l'accusé s'est fait justice à lui-même. Il a délibérément court-circuité l'ensemble des lois, des procédures pour se faire justice seul, alors même que sa vie ou celle de son épouse n'était pas menacée. Il a fait le choix éclairé d'appuyer sur la gâchette de cette arme qu'il connaît bien et il s'est fait justice. Dans quel pays vivons-nous? Je me pose la question. Sommes-nous dans un État sans foi ni loi, où règne l'injustice, où quiconque est victime d'un méfait se saisit d'une arme et court tuer son ennemi? Non, mesdames et messieurs. Non, monsieur Celestino. Alors oui, il peut être admis un cas de légitime défense, lorsque sa vie est menacée et que l'on se défend purement et simplement, c'est normal. Cependant, en l'espèce, il n'y avait aucune atteinte, qu'elle soit physique ou même verbale, envers la personne de l'accusé. Comment pouvez-vous tirer sur une personne qui ne se montre même pas menaçante envers vous, qui ne vous parle même pas, vous ne la voyez que de loin et qui ne vous adresse même pas la parole? J'entends déjà ma consoeur avocate de la défense vous dire que pénétrer par effraction en pleine nuit chez une personne est en soi une menace, et pourtant les faits démontrent clairement que ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas d'accès direct de la cave à l'intérieur de la maison. La victime n'était pas armée. La victime ne s'est pas montrée dangereuse. La victime n'a pas attaqué les propriétaires des lieux. Autant de faits qui ont nommé cette hypothèse de menace. L'accusé a précisé qu'il était chasseur dans le passé. 2 années précisément. Il a donc acquis une certaine dextérité dans le maniement de l'arme et dans le savoir-faire. Et vous allez me demander quel savoir-faire? Tuer. Oui, c'est un savoir-faire. Tuer est un savoir-faire. Tuer l'animal. Tout chasseur sait viser, même avec un faible éclairage, une longue distance. Peut-être que des années sans pratique ou l'âge avancé de monsieur aurait restreint ses capacités, mais il n'en demeure pas moins qu'il en reste des traces importantes qui lui ont permis, avec une seule balle, de mettre fin à la vie de la victime. Alors pardonnez-moi si j'ai du mal à croire qu'un ancien chasseur aurait tiré dans le but de faire peur à un cambrioleur. Si tel était le cas, il aurait tout simplement, comme on l'a répété à maintes et maintes reprises, tiré en l'air. En le voyant sortir de la cave, il aurait pu se contenter de le menacer avec l'arme. Au lieu de ça, il a tiré et parfaitement bien visé qui plus est. Lors d'un interrogatoire, l'accusé a précisé qu'après avoir entendu des bruits venant de la cave, il s'est habillé et a pris son arme dans sa chambre. Il a également, à un autre moment, rappelé sa crainte au vu de ce qu'il disait à la télé concernant des meurtres de personnes âgées. On peut entendre un tas de choses, ça peut effrayer, c'est normal. Moi-même, je peux être effrayée par ça. N'importe qui ici présent dans cette salle peut être effrayé. Alors on peut légitimement, à ce stade, se poser une question. N'avait-il pas imaginé qu'un tel scénario se produise chez lui? Et comment réagirait-il si tel était le cas? Sinon, pourquoi garder une arme dans votre chambre à coucher? Une arme dont vous ne vous servez plus depuis plus de 40 ans? Excusez-moi, mais cette idée de déco qu'il a suggérée, lui et son épouse, moi, j'arrive pas. Alors, on peut garder une arme à titre décoratif ou des munitions. Pourquoi? Je pense que l'accusé était préparé mentalement à une telle éventualité et que dans un accès de colère que peut engendrer l'entrée par effraction d'un individu au sein de sa propriété, il a décidé de saisir son arme et dans un esprit vindicatif de le tuer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Rien n'excuse de tels agissements. Rien n'excuse de priver un homme de sa vie, quel que soit son âge, son passé ou son erreur. Et vous savez pourquoi, monsieur? C'est pourquoi aujourd'hui on ne va pas vous condamner à mort. La peine de mort a été abolie en France. Nous n'allons pas vous condamner à mort parce que vous avez commis une erreur. Nous allons vous accuser, nous allons vous infliger la sanction la plus juste possible au vu des faits. Mais on ne va pas vous condamner à mort. Mais vous avez fait le choix de condamner à mort cet homme. Et c'est pourquoi nous sommes ici, au lieu d'être, comme je l'ai dit précédemment, en train de vous défendre, vous, en tant que victime, dans un tribunal correctionnel, tout simplement. J'ai toujours eu l'intime conviction que nos faits déterminent notre sort. Mais celui-ci ne doit en aucun cas être volontairement funeste.
Merci. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, Monsieur l'Avocat Général, mes chers confrères. 2 mots avant de commencer. 2 mots. Vous savez, après l'étude de ce dossier, Mesdames et Messieurs, je me suis posé une question. Pourquoi prendre la défense d'un délinquant, voleur, agresseur et braqueur? Et je me suis dit aussi, si j'avais vécu ce qu'il a vécu pendant son enfance et sa jeunesse, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? Eh bien, sûrement pas à la place où je suis maintenant. Donc n'êtes-vous pas, mesdames et messieurs, le fruit de votre histoire? Pas que cela, mais aussi cela. Quand le soir, vous remontez la couverture sur la joue de votre enfant et que vous passez quelques instants avec lui à lui lire cette histoire qu'il aime tant, que vous lui faites ce dernier petit baiser de tendresse, eh bien, vous savez, c'est ce qui interdit à un homme de faire des conneries. Eh bien, malheureusement, mon client, M. Sébastien, n'aura malheureusement pas eu ces instants de tendresse. N'aura pas eu cette femme compétente pour l'accompagner et l'aider. Il aura eu des enfants, mais on les aura tout de suite placés. Donc, pour moi, il n'a pas eu assez de chance pour être accompagné pendant ces moments difficiles. Bien oui, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre la défense de nos clients pour tout simplement rendre hommage à sa mémoire. Le 7 mars 2012, mesdames et messieurs les jurés, a sonné le dernier jour de mon client, M. Sébastien, victime d'un homicide volontaire commis par M. Celestino et son époux. Alors, je vois tout de suite mes confrères de la défense me dire mais Madame Don Julia n'est pas à l'origine du tir ayant provoqué la mort de M. Sébastien. Oui, mais n'est-elle pas complice de la situation? Oui, n'est-elle pas complice de la situation? Nous y reviendrons un peu plus tard, mesdames et messieurs les jurés, si vous le voulez bien. À minuit 27, Madame Don Julia, l'époux de M. Celestino, contacte le commissariat de Chaumont et leur indique qu'un individu se trouve dans sa cave. Alors, un individu, des individus, on ne sait pas trop. Avec un accent apeuré et prononcé. Mais est-elle apeurée de la situation? Et ce serait tout à fait compréhensible. Ou est-elle apeurée parce qu'elle a vu son mari prendre son fusil à chasse dans sa chambre qu'il n'utilisait pas, ou qu'il utilisait, et le charger dans leur chambre? Madame Don Julia aurait pu tout simplement, d'après ses explications, à la barre, dire « Je ne l'ai pas dit parce que j'étais stressée et embarrassée par la situation. » Mais elle n'a pas dit cela. Elle ne l'a pas dit. On a eu ses explications ce matin à la barre et elle ne l'a pas dit. Bon. Puisqu'à minuit 29, soit 2 à 3 minutes plus tard, un bruit ressemblant fortement à un coup de feu retentit.
Et donc, ma question-réponse que je vous ai posée, mesdames et messieurs les jurés, vous n'êtes pas complices. Pour moi, elle l'est, oui, car elle a vu son mari prendre son fusil et le charger, avec donc une intention de le tuer, et elle n'a rien dit. Et en plus, après avoir entendu un coup de tir, elle n'a encore rien dit. Ce qui prouve la complicité de Madame Don Julia. Quand on entend un bruit qui ressemble à ça, à quelques mètres, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas entendu. Et Madame Don Julia ne l'a pas démenti ce matin. À minuit 37, soit 10 minutes plus tard, l'équipage de la BAC intervient sur les lieux. Ils sont accueillis par la requérante, l'épouse de M. Celestino, en état de panique, qui, encore une fois, prouve qu'elle cache quelque chose. Pourquoi? Parce que si, malheureusement, M. Sébastien a subi un coup de tir, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Parce que j'ai l'intime conviction qu'elle savait que M. Sébastien était en train de vivre cette dernière seconde, cette dernière minute dans la cave. Bref, elle indiquera que l'individu se trouve dans la cave. Mais compte tenu des indications des policiers, ouvrent la porte de la cave et trouvent un corps gisant dans une mare de sang. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs les jurés, les policiers n'ont même pas eu le temps de se préparer psychologiquement parce que Madame Don Julia, tout simplement, a voulu cacher que M. Sébastien a subi un coup de tir. Et tout cela, pendant ce temps-là, M. Celestino est devant sa véranda, tranquillement, sans intervenir, alors qu'il est le coupable du crime qu'il vient de commettre. Jusqu'ici, aucune, je dis bien aucune, mention d'un quelconque usage d'une arme n'avait été jusque-là évoquée. Et seulement après la constatation des policiers du corps dans un état de décès, que malheureusement les secours sont arrivés et ont constaté le décès de M. Sébastien. Monsieur Celestino indiquera avoir agi sous la peur. Ben voyons, maintenant on tue quelqu'un quand on a peur. Mais mesdames et messieurs les jurés, quand on a peur, on fuit, à ce que je sache, on ne tue pas. Alors certes, mon client est un individu très défavorablement connu des services de police. Et je vois arriver les avocats de la défense sur ce terrain. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous ne jugeons pas le casier judiciaire de M. Sébastien, mais un individu qui a tué volontairement un autre, dans un état de droit et de défense des droits de l'homme et du citoyen. Mesdames et messieurs les jurés, oui, en France, nous n'avons pas le droit de tuer après l'article 221-1 à 221-5 du Code pénal. Je cite, « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre et est puni de 30 ans de réclusion criminelle. » Et après m'être entretenu avec sa famille, ses neveux, son épouse, son fils, la partie civile, ils m'ont indiqué être très fortement tristes d'une telle situation qui a pris de l'ampleur et qui s'est très mal finie. Car en plus d'avoir eu des problèmes avec l'alcool, M. Sébastien aurait voulu
que vouloir voler de l'alcool pour répondre à son handicap. Oui, son handicap, et non vouloir agresser ni faire de mal pour répondre à ses besoins, car il n'avait pas assez de moyens financiers. Et il est vrai que les officiers de police judiciaire indiquent sur l'enquête, et Madame la directrice d'enquête nous l'a bien rappelé ce matin, sur le rapport de synthèse, il n'y avait aucun carton de bouteille de champagne, il n'y avait qu'un carton, de bouteilles de champagne tombé dans les escaliers, et ils n'y trouveront rien d'autre, ni argent, ni objet de valeur, ni bijoux. Ils m'auront indiqué aussi qu'il ait eu des soucis familiaux, qu'il ait eu une enfance très difficile et avoir subi de l'harcèlement scolaire, qu'il ait eu du mal à surmonter ses soucis qui l'ont dépassé. Et n'est-ce pas l'origine du problème pour sombrer dans l'alcool et y trouver une fuite? A-t-il eu assez d'accompagnement par les professionnels compétents en la matière pour l'aider à surmonter les soucis? Eh bien, nous n'aurons malheureusement pas la réponse, car en ce moment même, mon client, M. Sébastien, se trouve dans sa tombe à cause du couple de Mme Don Julia et M. Célestino. Pour répondre à la souffrance de ceux que je représente, puisqu'ils ont quand même été privés de faire leur dernier adieu à M. Sébastien, Mesdames et Messieurs les jurés, je demande donc un dédommagement de préjudice moral à hauteur de 5 000 € par partie civile, à savoir Romain et Noémie, ses neveux, Genève, son épouse, Martine, qui s'est constituée partie civile, Béatrice, qui s'est constituée partie civile, Aurélie, qui s'est constituée partie civile, Jean-François, qui s'est constitué partie civile, Mélanie, qui s'est constituée partie civile, et Martine. Je vous remercie. Alors, monsieur l'avocat général, est-ce que vous êtes prêt à requérir? Eh bien, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci Madame la Présidente. On n'entend pas. Comme ça, c'est bon. Oui. Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, parce que j'ai l'audace d'affirmer que j'ai des efficacités, parce que personne n'apprécie en ces circonstances des discours flamboyants, vous envoyez des lyriques qui, finalement, ne convainquent personne, je ne m'attarderai pas à citer de grands penseurs. Chaque individu se présentant à ce prétoire nous invite, en tant que magistrat en ce qui nous concerne, mais aussi, et tout simplement, en tant qu'être humain, à s'interroger. Lorsqu'elles témoignent, toutes ces personnes, lorsqu'elles sont présumées victimes ou auteurs de faits, résonnent pour nous. Pour autant, notre affect ne doit pas guider nos attentions. Ceci ne signifie pas une application froide du droit et de la loi. La justice oblige à une considération du justiciable, à une certaine forme d'empathie pour appréhender au mieux leurs histoires. Ce passif, il est conduit ici, face à nous, s'avère que nous sommes. C'est pourquoi le cas de M. Célestino n'échappe pas à cette considération, malgré nos perceptions individuelles de ce que sont la propriété, le vol, le grand âge. Dans notre société, on ne peut pas se faire justice soi-même. C'est un principe. Pourtant, M. Célestino a tué. Il y a donc la consommation de l'infraction. Ces éléments matériels de cette affaire, le coupable ne peut donc échapper à une sanction. Néanmoins, il existe des moyens d'échapper à une condamnation. Si une cause d'irresponsabilité pénale est démontrée, comme par exemple la légitime défense ou des troubles psychologiques. Concernant l'irresponsabilité pénale en raison de troubles psychologiques, il s'agit d'un principe ancestral et désormais gravé dans le droit français. Ce principe exonère donc la personne troublée de tout châtiment car elle était, au moment des faits, privée de volonté et de libre arbitre. Cette appréciation d'autrui se fonde sur l'article 122-1 du Code pénal, qui dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant abouti
son discernement, le contrôle de ses actes. Or, en l'espèce, ce n'était pas le cas de M. Celestino. Cette information est le fruit de l'examen psychologique et psychiatrique dirigé par le docteur Barbour. Il ne révéla aucune pathologie mentale évolutive ou constituée, ni aucune altération notable de ses facultés intellectuelles ou psychiques. La preuve nous a été apportée durant ces témoignages. Aussi, l'expertise retient que M. Celestino n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique, neuropsychique et antagonique pour altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. Ainsi, du point de vue de l'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble psychologique, M. Celestino, vous êtes donc accessible à une sanction pénale. Néanmoins, il convient d'étudier, et c'est la seconde cause d'irresponsabilité antérieurement mise en lumière, votre irresponsabilité pénale en raison de la légitime défense. Alors, qu'est-ce que cette notion? La légitime défense, très simplement, elle permet de se défendre, de protéger quelqu'un ou un bien lors d'une attaque immédiate par une personne. Ce que sous-entend la légitime défense, c'est que les moyens utilisés au moment de cette défense sont donc d'une manière traditionnelle prohibés. C'est donc à la justice que revient la mission de vérifier si la riposte utilisée pour se défendre est un cas de légitime défense. Cette notion est liée à des paramètres précisément dictés par les articles 122-5-6 et 7 du Code pénal. En ce sens, l'atteinte menaçant à la personne victime de l'attaque doit être injustifiée. La défense doit être au seul profit de la protection d'autrui ou de sa propre personne. Elle doit être immédiate, nécessaire à sa protection, c'est-à-dire que la seule solution possible pour se défendre de l'attaque, c'est la riposte. Et elle doit être proportionnée, c'est-à-dire proportionnelle à la gravité de l'attaque. On ne va pas se défendre face à quelqu'un qui nous agresse avec des coups et des poings avec un bazooka. Aujourd'hui, je me permets de préciser que lorsque la défense vise la protection d'un bien, la riposte ne doit pas avoir pour conséquence le décès de l'auteur de l'attaque. A contrario, la victime de l'attaque sera en auteur d'un homicide volontaire, même si l'acte a été accompli de nuit, afin de repousser l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. Cette précision est significative en ce qu'elle affirme que la vie d'un être humain vaut plus qu'un bien. Qu'en est-il en l'espèce? D'abord, il ne ressort pas des investigations que M. Celestino a fait l'objet d'une attaque de la part de M. Sébastien. Aucune trace de violence, de coup ou de lutte n'a été relevé sur la mise en examen. Ensuite, le tir ayant provoqué le décès de M. Sébastien est tourné à la conséquence d'un péril imminent à l'égard de M. Celestino. Dès lors, il n'est que possible de constater que M. Celestino n'a pas riposté par des moyens proportionnés face à la situation. Aussi, l'usage d'un fusil de chasse en direction et à faible distance d'une personne dont il ne savait pas si elle pouvait être armée, même perçue comme pouvant être dangereuse et même accompagnée par d'autres protagonistes, ne peut en aucun cas constituer une riposte adaptée. Ainsi, la légitime défense n'est pas constituée. Ce n'est pas en l'espèce un fait justificatif, même si M. Sébastien s'est introduit par effraction de l'homicide de Celestino Donzilla, et plus précisément de nuit. Je me permets de préciser qu'il ne faut donc pas confondre se faire justice soi-même et la légitime défense. Je retiens donc à l'égard de M. Celestino la commission d'un homicide. Cet acte était à mon sens intentionnel. Je construis mon syllogisme en retenant tout d'abord le propos de la défense qui a su prétendre que le mise en examen peut être l'auteur de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, pour arguer ainsi la défense affirma maladroitement dans ses précédents échanges que M. Celestino a pu tirer en direction de la victime dans l'intention de la blesser physiquement. N'est-ce pas là la splendide preuve d'une présomption d'homicide? C'est en tout cas ce que retient la jurisprudence traditionnelle. Cette présomption d'homicide se caractérise aussi par l'usage d'une arme à feu de gros calibre et à courte distance, 2,4 ou 2,5 mètres. En effet, l'arme employée est destinée à la pratique de la chasse, en particulier celle du gros gibier, par exemple les sangliers. Imaginez-vous les effets d'un tel fusil sur un individu de ma corpulence. C'est dévastateur. Le tireur ne pouvait donc ignorer nécessairement les conséquences de ses actes. Aussi, la jurisprudence conclut que l'auteur qui usait d'une arme dangereuse ou visait une partie vitale, pensait, prévoyait et acceptait nécessairement que la mort pouvait ou devait survenir, ou que ce tireur est animé d'une intention homicide, celui qui aurait donc pu penser ou prévoir que les coups pouvaient être mortels. Ainsi, tirer sur quelqu'un avec une arme à feu constitue une présomption sérieuse d'un fait criminel susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 221-1 du Code pénal. L'intention homicide apparaît donc entièrement caractérisée. Néanmoins, M. Celestino, à votre égard, j'ai désormais des doutes sur votre préméditation. Ça m'embarrasse car cela concerne directement les degrés de gravité du meurtre. Un meurtre, c'est lorsqu'un être humain tue un autre être humain.
Un crime, c'est lorsqu'un être humain tue un autre être humain avec sa volonté de tuer. Enfin, un assassinat, c'est un être humain qui tue un autre être humain avec la volonté de tuer et avec la préméditation. Pourquoi est-ce que j'ai des doutes? J'ai des doutes puisque dans vos dépositions, dans les différents entretiens qu'on a pu avoir, vous avez parlé de précédents vols, donc nous n'avons aucune matérialité. Conjugué à ce sentiment d'insécurité que je n'en parle pas, dont vous avez pu faire preuve au moment des faits, il m'est possible de penser ainsi que ce fusil et ces munitions sont rien les décorations posées sur votre mur de votre chambre. Correctement entretenu, lui dégraissé, cette arme est en fait un dispositif de protection au cas où. Mais c'est au cas où, j'en ai pas la preuve matérielle. J'invite ainsi la Cour à prononcer à l'égard de M. Célestino sur le fondement de l'article 221-1 du Code pénal une peine d'emprisonnement de 5 ans en 3 ans avec sursis. Aussi, cette peine doit être assortie d'une interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans, une arme soumise à autorisation sur le fondement de l'article 221-8 du Code pénal. À partir de cette disposition, je demande également la confiscation de toutes les armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, ainsi qu'une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de chasse pendant 5 ans. Le prononcé de cette solution pourrait ne me rendre aucune opposition au prononcé de dommage d'intérêt. Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, je vous remercie. Alors, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur l'avocat général. Vous avez besoin d'une suspension d'audience ou vous pouvez plaider? Vous pouvez plaider. Ok. Eh bien, vous avez la parole au soutien des intérêts de Monsieur Célestino. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, n'arrêtez pas définitivement votre jugement. Écartez-vous de tous ces préjugés. Attendez jusqu'au bout. Attendez que je vous ai présenté sa défense. Quelle épouvantable tâche! Quelle mission alarmante pour la conscience d'un homme de bien si je n'étais rassuré par votre justice. N'est-ce pas un spectacle étrange que de voir un homme généreux, conduit par son attachement à sa vie, sur ce siège honteux? Monsieur Célestino, c'est Monsieur Tout-le-Monde. D'origine portugaise, Monsieur Célestino et sa femme vivent en France depuis une quarantaine d'années et sont naturalisés français. Monsieur Célestino est un retraité, Monsieur Célestino est un père, un époux et un fervent catholique. Un homme âgé de 81 ans, lorsque, dans un état de peur incontrôlable, il commit le geste fatal pour lequel il comparaît aujourd'hui devant votre prétoire. Dans la nuit du 6 au 7 mars, aux alentours de minuit 20, M. Célestino est sur le point de se coucher avec son épouse après avoir regardé une émission politique à la télévision, quand il entend un gros bruit provenant de sa cave. Effrayé à l'idée d'être de nouveau victime d'un cambrioleur et pris de panique, il demande à sa femme d'appeler la police. Elle les appellera, en l'occurrence à 2 reprises, puisqu'elle ne réussira pas, dans un premier temps, à se faire comprendre, car elle ne maîtrise pas bien le français. Monsieur Célestino prend son fusil de chasse, qu'il gardait dans sa chambre et qui n'avait pas été utilisé depuis près de 20 ans, avant d'aller voir, dans la pénombre, et sans ses lunettes de vue, ce qu'il se passe. Il est effrayé, il se sent menacé et en danger, persuadé que certains cambrioleurs tuent des personnes âgées pour 50 €. D'autant plus qu'en 2011, 612 vols par effraction ont été constatés par la police ou la gendarmerie dans le département et que les cambriolages ont fortement augmenté par rapport à 2010. Cela étant, il s'avance sous sa véranda, il reste à distance de la porte menant à la cave
et lorsqu'il aperçoit l'un des battants de la cave s'ouvrir, il tire au hasard, sous le coup de la surprise, mais sans épauler ni viser. Et je réitère, il ne porte pas ses lunettes de vue. Il ne voit pas vraiment, il souffre d'une maladie des yeux, il a été opéré de la cataracte. Il veut seulement faire peur et il est persuadé qu'il y a plusieurs personnes armées à l'intérieur. Et selon les pièces du dossier, au moment des faits, M. Sébastien était muni d'un tournevis de 30 cm et d'un pied de biche de 60 cm. Mais jusqu'à l'arrivée des officiers de police, mon client reste convaincu qu'il n'a fait qu'effrayer ses assaillants. M. Celestino ne pensait pas tuer M. Sébastien. Il admet qu'il aurait dû tirer en l'air pour faire peur, mais il avait peur. L'enquête confirme qu'il était sobre au moment des faits et les officiers de police arrivés sur place confirment son état de choc, sa panique et sa culpabilité qui transparaissaient lorsqu'il apprend la mort de M. Sébastien. Et cette version est confirmée par l'expertise psychiatrique. Il a décidé de dire la vérité. Il aurait pu mentir, mais mon client a décidé de dire la vérité tout au long de l'enquête et encore aujourd'hui. M. Celestino est décrit par son voisinage, ses relations de travail et sa famille comme un homme stable, ayant travaillé dur toute sa vie et qui a toujours été droit. C'est un homme qui n'embête personne, un homme calme, respecté et respectable, qui ne s'énerve pas facilement. Et je tiens à vous rappeler que M. Celestino est un catholique pratiquant, qui se rend à l'église toutes les semaines et pour qui le meurtre est un grave péché. Je pourrais orner ce portrait d'un grand nombre de ces actions fortes et généreuses qui peignent l'homme tout entier, mais la modestie de ce loyal client m'impose silence. Et si quelques traits manquent encore, ils ressortiront du tableau même des événements qui ont donné lieu à l'accusation. Mesdames et messieurs les jurés, aujourd'hui, M. Celestino a 85 ans et il risque la prison à vie. Il est accusé d'avoir commis un homicide volontaire, un meurtre. Je vous regarde droit dans les yeux. Mesdames et messieurs les jurés,